Je porte toujours la belle moustache du Movember parce qu'on a réussi, avec votre soutien, à lever quelques fonds pour Movember, ce qui me fait très très plaisir, qui fait plaisir aux bouboules. Et t'en parle parce que Bobotas y est aussi très attaché, pour soutenir une cause qui humanitaire, oui, j'ose le dire. Est-ce que la santé masculine est quelque chose d'humanitaire? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, défendre Bottas en 2023 est une cause humanitaire que je vais tenter de faire pour changer. Pour changer, parce qu'il a eu une saison assez dynamique. Bottas qui a démontré dans ses bons jours que c'était un de ces pilotes qui était capable de jouer face à un Hamilton dans ses très très bons jours, bien évidemment, pas sur une saison, faut pas déconner, mais qu'il était capable d'avoir un très bon rythme. Il a eu de belles qualifs, quelques Q3, et en course, quand il a une course solitaire, où il n'y a personne devant, personne derrière, et que la voiture est pas trop mauvaise, il arrive à faire marcher ses stratégies, à aller chercher des points. Sur ces dernières années, j'étais le premier à y aller à coup de... Ah, ça fait mal, il fait froid. Clairement, c'est pas un pilote qui a sa place dans un top team, mais quand on est... enfin, j'ai tendance à être beaucoup plus indulgent quand on est dans la voiture qui est terminée 9e du championnat constructeur. Je pense que Bottas a déjà fait un bon boulot pour mener cette écurie face à un débutant, et heureusement. Maintenant, le problème de Bobo, et c'est pour moi ça sa grande limite, c'est dès l'instant qu'il n'est pas à l'aise avec la voiture, il n'est pas là. Il a réussi à se faire mettre quand même quelques petites balles par jour, des fois en qualif, en course. Il y a eu des phases sur le début de saison où pra- pratiquement tous les grands prix disaient «Ah, je pense qu'il y a le fond plat qui est cassé». Une fois ça passe, deux fois ça va. Je crois qu'il y a eu moins 3 ou 4 fois où on a entendu cette excuse en 6 courses. Je me suis dit, il y a un moment, soit la voiture elle est en papier mâché, soit on tire des excuses un peu dans tous les sens. Pour le reste, voilà, je pense avoir assez résumé ce que j'ai à dire sur Valtteri, parce que on est un peu à l'instar de ce que je disais la dernière fois sur Magnussen, par exemple, un pilote qui est capable de faire beaucoup d'éclats, mais qui a été extrêmement occulté par une voiture incapable, tout court. Je pense que c'est totalement avéré, hein. On a appris que le management Sauber avait voulu remplacer Bottas par Hülkenberg pour la saison prochaine, ce qui n'a pas pu se faire parce que Steiner a appliqué son option pour conserver Magnussen. Hülkenberg, pardon, et je vais lentement faire la transition avec le Hulk parce que c'est justement un pilote qui a toujours marché dans des voitures de milieu fond de peloton parce qu'il a jamais rien eu d'autre, le mec. Donc je comprends peut-être l'idée du management. Hülkenberg était là il y a 10 ans chez Sauber en 2013. Ah, ils étaient très contents de l'avoir, hein, Sauber, en 2013, parce que le mec, il allait chercher des 4e, 5e places en course alors que la voiture n'avait rien à faire là. Et en plus, c'était Esteban Gutiérrez dans l'autre voiture, donc je te raconte pas. Le retour inattendu de Nico Hülkenberg, seconde partie, tu vois, c'est très structuré chez moi. J'admets que j'en attendais pas tant. Je m'attendais à être content de le revoir, mais wouh, le mec a quand même fait deuxième en qualification au Canada avec une As sous la pluie. Je sais qu'il a 37 piges, Nico Hülkenberg. Je sais. Mais sortez-le de As. Allez lui foutre... bon, j'allais dire une Alpine, mais non, je veux pas non plus qu'il retourne à Einstone, le pauvre. Quand la voiture marche, encore une fois, c'est sur un tour, hein, la As, qu'elle arrive à extraire le maximum. Il a toujours été là. Le duel qualification face à Magnussen mais est purement impressionnant pour un revenant particulièrement. La première moitié de saison, malheureusement, il a eu du mal à concrétiser ses qualifications, justement parce que il revenait, et souvent c'est le problème, un peu le rythme de course pour les pilotes un peu revenants, et couplé au fait que la voiture marchait pas trop, arrivait pas à faire marcher les pneus sur les longs relais, ça donnait des déceptions. Sur la deuxième moitié de saison, encore une fois, son seul repère c'est Magnussen. Je pense qu'il a été pas mal face à Kemag en rythme de course. Il l'a battu plus régulièrement. Maintenant, le problème, c'est que la voiture avait... c'est pas qu'elle avait reculé, c'est qu'elle est restée sur place, les autres ont avancé, hein, c'est toujours comme ça avec As. On a senti sur la fin de saison une grande frustration de sa part, non pas en piste, mais simplement dans ses interviews, dans ses déclarations. Ça, c'est un truc que j'aime bien avec Hülkenberg, mais qui a peut-être trop souvent joué contre lui.
c'est que quand il a un truc à dire, il le dit. Je pense que c'est un pilote qui, malgré les 38 ans qu'il aura, a toujours sa place en F1 et qui peut apporter à des équipes. Je vais conclure avec Daniel Ricciardo parce que je pense que Hulk et Ricciardo sont un peu dans le même sac, hein. Il y a un an, on va dire 1 an et demi, tu te places en juin 2022 ou je sais pas, juillet-août, quand tu apprends que Ricciardo va être foutu à la porte. À aucun moment tu te dis que tu verras Hülkenberg et Ricciardo de retour en Formule 1 sur la saison suivante. Et les deux, tant Hülkenberg que Ricciardo, ont prouvé qu'il y avait toujours quelque chose en eux. Du côté de Daniel Ricciardo, ça a donc été, comme on le sait, hein, un peu plus compliqué parce qu'il arrive en milieu de saison, il découvre un peu la voiture. Au bout de 2 Grands Prix, il se casse le poignet. Et j'ai envie de dire que ces 2 premiers Grands Prix, c'était un peu de la phase de découverte et on l'a vraiment senti revenir un peu en vie face à Tsunoda sur cette deuxième moitié de saison. Il a eu la chance, et ça faut peut-être le mettre aussi dans la balance, parce que je pense qu'il a fait un bon retour, Ricciardo. Faut le mettre dans la balance du fait qu'il revient au moment où AlphaTauri fait un bond de je sais pas combien de secondes, enfin c'est 2023 donc on va dire 2 dixièmes, ce qui correspond à l'écart entre la 18e et la 5e place. Mexique, enfin il se qualifie 4e. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Un peu comme Hülkenberg, deuxième au Canada, quoi. Qu'est-ce que tu fous là? En course combative, tout ça. Maintenant, j'ai hâte de voir une seconde saison. Je pense que Red Bull n'a aucun intérêt à dégager Pérez pour mettre à sa place, parce que si tu as envie de croire en Ricciardo et à son retour, faut déjà qu'il se prouve face à Tsunoda, je pense. Tsunoda, je pense qu'il a mérité déjà d'avoir une comparaison juste pour espérer regarder le baquet de Pérez. Et surtout, Ricciardo, on l'a cassé une fois. Une deuxième fois cette saison avec son poignet cassé, mais Norris... il n'a pas pris soin de son jouet, Lando Norris. Il l'a démonté en 1000 morceaux, Ricciardo. Et si, là, tout de suite, tu le renvoies chez Red Bull, mais Verstappen, il va pas recoller les morceaux. Il va jouer avec les morceaux un à un et les casser encore plus. Donc, non. Ricciardo, faut lui reconstruire son moral et éventuellement voir si on estime qu'il est capable de faire mieux. Je pense que Yuki Tsunoda aura eu beaucoup plus de mal sur la saison 2023 si Ricciardo avait été là tout du long. Mais il n'empêche que ces quelques courses dans une bonne dynamique pour l'équipe ne sont pas suffisantes pour moi pour excuser ces 2-3 dernières saisons. Donc voilà, je m'en arrête là. Je te fais des bisous baveux et on se retrouve quand la prochaine vidéo sera montée et que j'aurai pensé à la publier.